La team, vous venez d'écouter la vidéo de Balakani sur Afrique Média. Et pour lui, le sport est aujourd'hui le moyen de distraction que les gens ont trouvé pour distraire les Africains. Même si je partage son avis d'un côté, de l'autre côté, je me dis, nous avons quand même besoin de ce sport. Nous ne pouvons pas toujours, c'est-à-dire parler seulement de la politique, nous avons besoin de temps en temps de passer un peu à autre chose, de s'amuser un peu, de jouer un peu avec nos émotions avant de revenir dans la réalité. C'est pour dire que ce soit les sports de foot, les sports de boxe, que ce soit même la danse, que ce soit de la musique, tout ça constitue à nous permettre aussi de nous épanouir un peu. Et il est nécessaire de temps en temps de pratiquer ou alors même de vivre, de suivre ces sports-là. Il y a des passionnés, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de rater un match de Ligue des Champions ou alors le catch, la boxe, on ne sait pas quoi. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire, à cause de la politique, qu'on va balayer d'un revers de la main cela. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que les Africains sont tellement émotionnels que quand on se jette dans d'autres choses, on finit souvent par oublier nos véritables problèmes. Et donc, dans ce point-là aussi, je vais du côté de Balakani qui estime que c'est la politique qui va nous sauver et que même le sport est devenu politisé. Et donc, il faut savoir aujourd'hui que quand un combattant comme Francis Ngannou va se battre face à Tyson Fury, alors que lui-même sait déjà d'avance qu'il ne pourra pas être déclaré vainqueur, tout simplement parce qu'il y a un business derrière. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'interview de Francis Ngannou, je vous prie d'aller sur sa page, vous allez pouvoir écouter cette interview. Francis Ngannou lui-même l'a dit, que c'est une structure qui est très bien ficelée, un business qui est très bien monté, qu'un type comme Francis Ngannou ne viendra pas détruire alors qu'il n'a jamais combattu en boxe anglaise, qui ne viendra pas détruire tout simplement sans donner un chaos. Ce qui signifie que lui-même sait qu'il fallait au moins qu'il donne, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il convainque tout le monde. Et qu'est-ce qui peut donc convaincre tout le monde, la team? Ce qui peut convaincre tout le monde, c'est un chaos. Mais s'il ne bat pas Tyson Fury par chaos, est-ce que tous les trois juges seront unanimes à dire que Francis Ngannou a gagné? Non. Mais est-ce qu'ils ne disent qu'il n'a pas gagné parce que c'est vraiment leur décision, ou bien c'est tout simplement une décision politique qui vise à sauver un sport? La décision est politique. Ce n'est même pas une décision qui est faite tout simplement parce que c'est Ngannou. C'est une décision parce qu'on estime qu'en disant que Tyson Fury a perdu, alors que tout le monde n'est pas convaincu, ça peut détruire le business plus que rapporter plus d'argent. Et vous savez que dans ce business, il y a énormément de personnes qui mettent de l'argent. Nous venons là par émotion. Nous sommes amoureux de ce sport. Et nous voyons notre compatriote, un Africain lutter, et on met tous nos organes. Et pourtant, il y a là des personnes qui, depuis la nuit des temps, ont toujours misé des grosses sommes. Et c'est grâce à eux que ce sport continue à exister. Vous savez, ce sont des personnes qui sont payées chèrement et durement, et cet argent-là ne tombe pas du ciel. Donc, ces personnes-là, vous ne pouvez pas les balayer d'un revers de la main et donner facilement la victoire à Francis Ngannou, quand bien même nous savons que c'est lui le vainqueur. Donc, pour Balakani aussi, là, il faut faire la différence entre se laisser aller dans ces sports de distraction ou continuer tout simplement à mener un combat politique sans jamais être distrait. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo. C'est bizarre, je ne veux pas dire cette chose ici, parce que malgré tout, je demeure un patriote. Des choses bizarres. Donc moi j'étais en train de dire que il a fallu 70 ans et plus pour que les Africains se rendent compte que le système international a été organisé contre eux. Et maintenant que nous nous sommes réveillés, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire qu'on va donner 2 sièges à l'ONU pour un continent qui a 54, plus de 54 pays. 54 pays, non, ça. Tout à fait. 55 pays. 55 pays. On dit qu'on va donner 2 sièges à l'ONU. 2 sièges. Bon, les gens veulent même courir pour aller prendre. On vous a donné. C'est un don. Donc ça ne vaut rien. Alors, si vous dites que la démocratie c'est one man, one vote, vous donnez le droit de veto à tous les pays. Ah, mais je sais. Nos amis russes disent que non, président, si tu dis ça, on va retourner à la Société des Nations. Ça serait l'organisme de bavards. Et que le veto est important. Parce que le veto permet de préserver une capacité à décider et à agir. Ok, très bien. J'ai tout dit à mes amis russes. Ça a été fait jusqu'au jour où il y a eu l'opération spéciale en Ukraine. Et vous l'avez vu. Je leur ai dit ça. Et maintenant, c'est que j'ai écrit ça, non? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire ça aux gens. C'est écrit, hein? Ce que je dis là, c'est écrit. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a les gens qui disent que nous sommes des laquais
Le Tintin de l'Élysée dit que la Russie nous paye un petit Tintin. Non, ils confondent leurs agents. Infiltrent le panafricanisme, mais ils confondent ça à tout le monde. Ça parce que pour l'instant on ne parle pas. Ça parce que la hauteur nous empêche, mais nous connaissons tout ce qui se passe dans ce combat. Il ne faut pas confondre les gens. Je disais ça à mes amis, c'est écrit. Voilà, il a fallu que l'opération spéciale arrive pour qu'on comprenne les limites de l'ONU. Bien que toi, la Russie, par sa puissance militaire, peut utiliser ton veto. Oui, il peut utiliser une résolution de l'ONU pour justifier l'opération militaire. Mais comment les pays africains ont un tel pouvoir? Comment? Alors, ce qui est vrai dans ce domaine est absolument vrai pour le sport. Moi, je vais vous dire, ça fait 15 ans que je ne vais pas au stade au Cameroun. 15 ans. Et ceux qui connaissent mon enfance, j'étais un très bon joueur de football. Allez me demander, vous dire. J'étais un très bon joueur de football. Je savais jouer au ballon, j'étais très talentueux. Mon père venait me le tirer du stade avec le fouet. Parce qu'à l'époque, jouer au ballon, ça veut dire que tu avais la tête à vie. Si mon père vivait encore aujourd'hui, il aurait revu sa position. J'étais un très bon joueur. Ça fait bientôt 15 ans, je ne mets pas pied dans le stade. Il y a des matchs de Lyon que je ne regarde pas. Je dis qu'il y a des matchs de Lyon que je ne regarde pas. On va arriver dans la géopolitique du sport. J'y entre. Je commence par des choses simples et élémentaires. Ils ont démontré l'ensemble des choses sur lesquelles je ne reviens pas. Je ne trouve pas normal dans un pays comme le Cameroun, où les enseignants n'ont pas de salaire, que quand les Lions jouent, on donne à un joueur de football 30, 50 millions pour un match qu'il va jouer. Pendant qu'on ne s'occupe pas des enseignants. Mais le football également produit un certain nombre de richesses et de plus-values. Vous dites qu'on est pas au même niveau. Non, le président, il y a le football a ses sponsors. Il y a que les matchs de Lyon sont également vendus à l'international. Ce qui fait que la fédération a également les médecins qui s'occupent mais que chaque domaine puisse être les administrateurs de banques. Je ne voudrais pas qu'on pense que ce que le football peut générer devrait d'abord revenir aux footballeurs. Après, maintenant, s'il y a... pertinent. Oui. Je n'enlève pas ce qu'il est en train de dire, mais je voudrais que nous comprenions véritablement. Si le football n'avait pas existé, est-ce qu'on n'allait pas traiter de la question des enseignants? Pourquoi vous voyez que ce n'est pas ce que je dis? Le football n'a pas de quoi au Cameroun financièrement. Ça n'a pas de quoi? Au footballeur, pas au Cameroun. Je dis que je parle de football. Ce sont les Camerounais qui paient les impôts pour financer le football. Bien sûr. Ce sont les Camerounais. Bien sûr. Les rentrées sportives ne couvrent rien en matière de charges de Qui paye les coachs? C'est l'État du Cameroun. Tout. C'est l'État du Cameroun. Je voudrais vous rappeler ça. C'est-à-dire que un pays refuse d'organiser le football de manière à ce que ça soit quelque chose qui rentre de l'argent et couvre ses charges. Un pays n'organise pas le championnat comme il faut. Il n'y a pas de championnat. Et si vous êtes pro-auto, il n'y a pas de championnat au Cameroun. Il n'y a pas. Et sur pro-actualité, président. Bon, ok. Il n'y a pas de championnat dans ce pays. Mais on se contente d'organiser la mise en esclavage des talents camerounais. Et quand ils vont chacun se débrouiller comme d'habitude, quelle compétition, on prend un taxi, on les ramasse partout, on s'arrête, on dit, bon, viens entrer ici. Toi, entre ici, on s'arrête ici. Le taxi ramasse les gens. Ils viennent jouer après, ils vont. Ils repartent. Il n'y a pas de championnat interne. Si le pays s'était organisé, le football se prendrait en charge totalement. Générerait les moyens de son financement. Sans qu'on ait exposé les Camerounais, utiliser les impôts pour financer cette affaire-là comme ça, au détriment de la justice sociale, monsieur. Si vous pensez que quelqu'un qui joue au ballon doit gagner 50 millions, 100 millions en une prestation, et que les enseignants n'ont pas de salaire, qu'ils commencent à parler, on les tabasse, on les réprime. Vous ne parlez que de... Ça veut dire que vous avez oublié que vous êtes un père de famille. Oh, vous êtes un bon père de famille. Le football n'a développé aucun pays dans le monde. C'est l'enseignement qui développe un pays. Tout à fait. Sinon, le Brésil, c'est la première puissance.